À la recherche du Québec, par Alexis Tétrault avec Mathieu Bock-Côté. Chers auditeurs, bienvenue à ce nouvel épisode de À la recherche du Québec. Mon invité du jour se passe de présentation. Risquons-nous-y tout de même. Mathieu Bock-Côté est sociologue, essayiste, chroniqueur, chargé de cours, animateur de balado, animateur de think tank et j'en passe. Il est un des piliers de la vie intellectuelle québécoise et s'impose désormais comme une figure incontournable de la vie intellectuelle française. Avec le multiculturalisme comme religion politique et le nouveau régime, il a cherché à décrypter ce qu'il a appelé l'utopie diversitaire et le régime diversitaire. Avec l'empire du politiquement correct, il s'est intéressé au code de respectabilité médiatique d'un tel régime. Il fait aujourd'hui paraître La Révolution racialiste, sorte d'ultime ouvrage d'une quadrilogie diversitaire où il cherche encore et toujours à mettre à nu les fondements sociopolitiques du régime. Et selon lui, ce régime serait entré dans son moment 1793, c'est-à-dire dans un moment proprement révolutionnaire. C'est un privilège et un immense plaisir de le recevoir et d'en discuter avec lui. Mathieu Bock-Côté, bonjour. Bonjour. Alors, première question à laquelle vous avez cherché à répondre en 200 pages. Qu'est-ce que la révolution racialiste, ou plus précisément, qu'est-ce que son noyau idéologique dur? Alors, au cœur de la révolution racialiste, il y a cette idée d'importation américaine, comme quoi il faudrait réinterpréter l'ensemble des rapports sociaux à la lumière de la race. La race devient le principe premier d'organisation des rapports sociaux. Les sociétés seraient clivées, les sociétés occidentales seraient d'immenses systèmes producteurs de différences raciales, avec d'un côté le blanc qui serait proposé comme norme, et de l'autre côté, les racisés. Donc, les racisés, nous les condamnerions, on les fabriquerait dans la position du racisé. Donc, le racisé est le produit du système de différence raciale. À partir de là, il y aurait une forme d'inégalité structurelle, d'inégalité systémique dans cette société. Et il y a donc la nécessité, dès lors, de reconstruire l'ensemble de la société pour démanteler, derrière l'apparence, l'illusion de l'universalité, derrière l'illusion de la culture commune, derrière l'illusion de la nation, derrière l'illusion du peuple, derrière l'illusion de la citoyenneté, de démanteler un système discriminatoire généralisé qui masquerait dans les faits les intérêts de ce que l'on nomme de plus en plus la suprématie blanche. Donc la révolution racialiste veut véritablement assigne à chacun une identité raciale, qui est une identité qui s'inscrit dans un spectre de pouvoir, un spectre de domination. Et à partir de là, l'ensemble des rapports sociaux doivent être codés ainsi, qu'il s'agisse de la liberté d'expression, qu'il s'agisse des allocations sociales, qu'il s'agisse de la représentativité médiatique, de la représentativité politique. Donc, on est dans une espèce appelons ça de logiciel, en fait, qui fait le procès des fondements même de nos sociétés, qui prétend dévoiler la forme de culpabilité historique et ontologique tout à la fois des sociétés occidentales, qui les juge d'ailleurs, soit dit en passant, interchangeables, qu'il s'agisse de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, de l'Islande, du Québec, du Canada, des États-Unis. Fondamentalement, la même structure de domination serait présente. Pourquoi? Parce que remontant aux origines de la modernité, de l'expansion européenne, 1492, donc partout le même système serait visible. Il a été plus brutal aux États-Unis peut-être, mais partout le même système serait visible. L'heure s'est revenue de le démanteler. Réduisons cela, ou à tout le moins reprenons cela d'une simple formule. Qu'est-ce que le racialisme? C'est une forme d'antiracisme retourné en son contraire, qui devient une caricature de ce qu'il prétend combattre. Donc aujourd'hui, on me pose quelquefois la question, mais pourquoi vous critiquez les antiracistes et pas les racistes? Oui, mais parce que ceux qui prétendent être antiracistes aujourd'hui, pas tous, mais une bonne partie, sont aujourd'hui pratiquent une forme d'authentique racisme. Donc le fait est qu'il faut les nommer en tant que tels. Il ne faut pas ils se présentent sous fausses étiquettes, sous faux étendards, sous faux pavillons, et ils doivent être critiqués comme tels. Oui, mais c'est intéressant parce que j'ai suivi votre campagne médiatique, puis très rarement on s'attaquait aux propos, mais on disait, au fond, Mathieu Bock-Côté, est-ce que vous critiquez pas les gens qui font un bon travail de dénonciation des inégalités raciales et sociales? Au fond, est-ce que vous attaquez pas aux mauvaises personnes? Alors moi, je répondais souvent à ça, puis je pense que c'est une réponse sur laquelle il faut s'approfondir un peu. Si on se retrouve devant des gens qui proposent de codifier la société sur le mode racial, qui plaident pour des formes de discrimination basées sur le mode racial, ensuite qui appellent ça positive, ça fait un peu, c'est la discrimination raciale en tant que telle, qui est institutionnalisée. Si on se retrouve devant des gens qui plaident pour un principe de ségrégation ethnique, ensuite on nous dit une forme de ségrégation sur le mode de l'émancipation,
c'est quand même, c'est pas mal comme point de vue, c'est bien tourné. Bon, si on se retrouve devant des gens qui nous expliquent ensuite que des gens selon la couleur de leur peau ont une forme de culpabilité de naissance et d'autres sont transformés en figures messianiques, quel que soit l'étendard qu'ils portent, nous sommes devant un discours qui, au fond des choses, relève de la logique raciale, on pourrait même dire raciste tout simplement. Pourquoi je dis racialiste? Parce que moi, je me méfie des étiquettes, des termes qui sont tout de suite connotés. Bien que racialiste ne soit pas neutre sans le moindre doute, il y a une dimension critique à travers ça, mais donc on est devant une forme d'antiracisme tournée en son contraire. Et ça, je pense, qui devient lui-même ce qu'il prétend combattre, mais qui, parce qu'il prétend le faire au nom des victimes, croit soudainement que c'est légitime. Alors, moi, je pense qu'il faut nommer la chose telle qu'on la voit. Mais c'est une critique qu'on entend souvent. Comment pouvez-vous critiquer les antifascistes, par exemple? Mais parce que je donne cet exemple-là. Comment pouvez-vous critiquer les antifascistes? Puis il y a un passage dans le livre où je critique les antifas. Parce que si vous regardez leur définition du fascisme, elle commence quelque part de tout ce qui est à droite. Au Québec, on aurait pu dire tout ce qui est à droite de Françoise David, peut d'une manière ou de l'autre toucher au fascisme. Tout ce qui est à droite de Bernard Landry. On pourrait donner des exemples. Donc, leur définition du fascisme est telle qu'elle n'est plus pertinente et qu'elle témoigne d'une forme de fanatisme idéologique qui consiste à fasciser, à extrême-droitiser le désaccord. Et bien, dans la même logique, ici, en ce moment, ces gens prétendent être antiracistes, mais dans les faits, réactivent tous les mécanismes qui institutionnalisent aujourd'hui une logique raciale et potentiellement raciste, en fait, dans les faits très, très réellement racistes dans nos sociétés, qu'ils se réclament de l'antifascisme, de l'antiracisme, qu'ils se réclament de l'amour de l'autre, qu'ils se réclament de l'égalité, de l'émancipation, qu'ils se réclament des tables à bois ou des zèbres ou des lions. Je m'en fiche un peu de leur étendard en dernière instance. On regarde leur discours, mais surtout, il faut les prendre au sérieux. Il faut les prendre au sérieux. La grande erreur, trop souvent, d'une partie du commentariat et des intellectuels et d'une partie de la bourgeoisie qui devant cela, c'est de dire « Oh, ils sont fous quand même! » Vous dites d'ailleurs, je crois que c'est en conclusion, vous dites que le bon sens, ce à quoi on appelle pour combattre cette idéologie, ben il suffit plus, parce que cette idéologie-là, elle est incastrée et puis elle est dominante. Oui, exactement. Alors, le proverbial bon sens, qui n'est pas sans vertu, hein, le bon sens, ça consiste à dire « Tout ça n'a aucune allure. » Bon. Mais à un moment donné, on est devant des gens très sérieux, qui se prennent au sérieux leurs propres travaux. Ensuite, on peut considérer que ça vaut pas un clou. Mais on lit des travaux, ils se prennent au sérieux, ils veulent agir, leurs idées s'encastrent, comme vous le dites très bien, dans les institutions, donc ce soit non seulement l'université, on le savait, mais les médias, les départements de ressources humaines, dans les grandes entreprises, les campagnes de marketing, les campagnes publicitaires. Ce discours-là se normalise. Donc, le bon sens ne suffit plus. Ce qu'il faut, je crois, c'est prendre au sérieux les textes, voir c'est quoi leurs principes, et voir quels sont, nous, les principes qui ne restent plus dans notre esprit qu'à la manière du bon sens. Le bon sens, c'est très bien, mais le bon sens, c'est pas assez. Donc, le bon sens, c'est la trace inscrite dans les mœurs de principes de bonne santé. Bon, mais là, OK, donc là, il faut revenir à ces principes-là, voir au nom de quoi nous nous opposons à tout cela. Donc moi, je le dis, je pense que évidemment, l'universalisme est un principe fondamental, mais il faut se rappeler que l'universalisme en lui-même est assez désincarné. Il s'ancre il faut s'intéresser aux conditions de possibilité sociologique et historique de l'universalisme. Donc ça nous conduit à l'autre question, qui est celle de la culture, qui est la question des mœurs, de l'histoire, d'une forme de patriotisme de civilisation, qui nous permet ensuite, qu'est-ce que l'universalisme a ainsi pensé ensuite? C'est que ça permet à des gens venus partout ailleurs dans le monde de s'approprier nos cultures, de s'y intégrer. Donc, on peut s'approprier une culture, on peut pas s'approprier une race, mais on peut s'approprier une culture. L'universalisme est cet élan qui nous traverse et qui font en sorte que nos cultures, potentiellement, peuvent interpeller partout l'humaine condition. Ensuite, il y a des conditions sociologiques d'intégration pour que ça fonctionne, mais, donc, il faut retrouver sur les bases même des principes de notre société parce qu'ils sont attaqués. Ce sont les principes même de nos sociétés qui sont attaqués aujourd'hui. Mais oui, d'ailleurs, vous nommez le tout la révolution racialiste. Il y a David Santarossa, un jeune intellectuel, qui a fait une recension de votre livre pour Argument, puis de manière rhétorique, il disait, au fond, si on vivait une révolution en ce moment, ça se saurait. Mais ça se sait. Mais ça se sait. Je veux dire, le fait est... Alors, je pense que l'erreur qu'on retient du cycle, appelons ça 89, 1789, 1989,
c'est que la révolution toujours doit être violente et que le totalitarisme toujours doit venir avec son goulag. Non, je pense qu'il existe dans la modernité, ce que j'appelle, moi, c'est la tentation irréductible de la modernité, c'est le totalitarisme. Qu'est-ce que c'est le totalitarisme? C'est la prétention à fusionner le vrai, le juste et le bien et d'institutionnaliser dans la société un seul courant de pensée légitime, et ceux qui ne s'y rallient pas sont condamnés soit au bannissement social, soit à pire, au XXe siècle en effet, ou en 1793, ou 94, mais le bannissement, et je pense qu'aujourd'hui, en faisant l'économie de la violence, bien que quand on dit qu'on fait l'économie de la violence, quand sur un campus universitaire, une conférence est programmée, et là, il y a des menaces qui viennent des courants antifa, d'extrême gauche, tout ça, qui disent on va perturber l'événement. Et que les organisateurs, l'université dit on annule l'événement parce qu'on n'est pas capable d'assurer la sécurité. Ben, c'est peut-être de la lâcheté, mais c'est aussi la reconnaissance que la violence, la possibilité de la violence vienne peser, soit dit en passant. Puis il y en a qui appellent explicitement la violence. Ah, mais bien sûr! Et ça, je pense que c'est un tabou qui est en train de se fissurer devant nous, de s'émietter devant nous. Mais cela dit, laissons même de côté, imaginons que la violence soit pas là. Le bannissement social, l'institutionnalisation d'un seul courant légitime, l'instrumentalisation de la science au service de l'idéologie, la prétention d'une transparence intégrale du social. Dans le totalitarisme, il y a toujours ça, cette idée que l'ensemble de la société doit être maîtrisable. On peut la rééduquer intégralement pour la purger du mal qui la traverse. Il y a dans le totalitarisme cette idée, il ne faut jamais l'oublier, que le mal n'est pas inscrit dans le cœur de l'homme, mais le mal est inscrit dans une structure sociale qu'il suffirait d'abattre pour qu'un monde nouveau naisse, délivré du mal, aujourd'hui délivré du mal. C'est c'est la tentation démiurgique. Mais exactement. Moi, c'est une chose qui m'obsède depuis 20 ans, la tentation démiurgique, c'est-à-dire l'homme qui s'institutionnalise comme démiurge, qui prétend décréer et recréer le monde à partir d'une vérité révélée. Bon. Mais vous avez raison, c'est le bon terme, c'est la tentation démiurgique. On a ça qui vient en sciences sociales avec une forme de constructivisme, d'épistémologie constructiviste, qui consiste à dire que tout est un construit social, tout peut être déconstruit, tout peut être construit à travers un plan d'ingénieur idéologique, généralement porteur d'un diplôme en sociologie, qui va nous expliquer comment on va reconstruire la société de A à Z. Mais ensuite, vu qu'on le reconstruit sur le mode de la société parfaite, il faut des contrôleurs idéologiques pour s'assurer que personne ne s'éloigne de ce modèle parfait, ce modèle achevé. Jean Roy, un de mes vieux professeurs que j'aimais beaucoup, qui était un spécialiste de Julien Freund. Un ami de Julien Freund, un spécialiste de Freund, de Thomas Hobbes, c'est un grand professeur de philosophie politique, avait cette formule que je trouvais très juste. Il disait, le drame des utopies, c'est que c'est ennuyant au possible. La société parfaite, une fois accomplie, chacun a son rôle. La perfection ne tolère pas qu'on en déroge, qu'on s'en déplace, qu'on s'en dégage d'une manière ou de l'autre. Le modèle parfait est établi. Vous n'avez qu'à le reproduire éternellement. Pour lui, c'était le summum de la platitude. Et c'est vrai, mais c'est aussi le summum du contrôle social, du contrôle idéologique. De l'intolérance. Mais de l'intolérance, absolument, parce qu'on est devant une vérité révélée, accomplie, institutionnalisée. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans l'attitude woke, c'est-à-dire, par exemple, l'autocritique sociale et raciale et sexuelle revendiquée, toujours l'autocritique, regarder ses privilèges, toujours être dans la transparence de soi, l'institutionnalisation de procès publics pour ceux qui dérogent d'une manière ou de l'autre, l'appel au bannissement du contradicteur de l'espace public, l'appel au bannissement des médias sociaux, de courants politiques qui doivent être bannis. Je pense qu'on est aussi devant une tentation totalitaire qui se dévoile, et la dimension révolutionnaire, c'est ce que je dirais, c'est l'accélération de l'histoire. C'est l'accélération de l'histoire comme si aujourd'hui il fallait en finir avec ceux qui sont associés au vieux monde. L'appel à en finir avec ça me semble tout à fait noté. L'extension de concepts comme racisme, haine, sexisme, les phobies, ainsi de suite, servent aujourd'hui à criminaliser l'adversaire. Donc, je pense qu'on est devant un moment révolutionnaire, mais il ne faut pas s'enfermer dans les expériences du totalitarisme du 20e siècle, parce que sinon, on ne comprendra pas comment la matrice du totalitarisme peut générer d'autres possibilités politiques qui se détachent, pour l'instant, heureusement, de la violence. Mais pourtant, ces auteurs qui ont écrit sur le totalitarisme au 20e siècle irriguent votre travail. C'est d'une certaine manière, votre matrice intellectuelle, bien que ce soit un autre totalitarisme. Oui, ben absolument. Moi, vous avez tout à fait raison. Koestler, Miloš, Orwell, il y en a d'autres, mais ces trois-là, pour moi, ont une importance, Solzhenitsyn, évidemment, ont une importance capitale parce qu'ils ont compris, je crois, ce qui est vraiment la psychologie du totalitarisme. C'est-à-dire, la psychologie du totalitarisme, dans le rapport à l'espace public, ça consiste à, on va le dire de la manière suivante, c'est le fameux 2 + 2 = 5. Si on est dans un système qui peut nous faire dire que 2 + 2 n'égale plus 4, mais égale 5, et qui rompt donc la possibilité du raisonnement logique, de la vérité observée, de la vérité déduite, eh bien, à partir de là, on peut accepter n'importe quoi. Tout devient objet de manipulation idéologique. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Sur bien les phénomènes sociaux,
Nous voyons tous certains phénomènes, mais il ne nous est pas permis de les nommer, car qui les nomme est accusé de basculer dans, puis là on peut multiplier... De l'alimenter. En fait, il y a cette idée que de nommer un phénomène social, c'est de le créer. Oui, exactement. Comme par exemple, bon, vous revenez de la France, on dit que le ralliement national serait en train d'être créé par les journalistes comme si c'était pas la situation sociale qui créait le ralliement national. Mais bien sûr, alors, on le voit avec l'émergence des discours dans l'espace public plus conservateurs, là vous évoquez le courant populiste, ce que l'on voit, on va nous dire, c'est quelques journalistes, c'est quelques penseurs, c'est quelques intellectuels, c'est quelques essayistes créent la réalité que nous dénonçons. Non, un instant, c'est-à-dire s'ils émergent, c'est il y a une réalité qui était pour l'instant refoulée, qui était pour l'instant inhibé et qui désormais s'exprime. Donc ça peut être un malaise social, ça peut être une inquiétude identitaire, ça peut être certaines réalités qu'il n'était pas permis de nommer. On parle beaucoup en ce moment en France, je ne sais pas à quel moment l'entretien sera diffusé, mais on parle beaucoup de la question de l'insécurité. Et là, c'est fascinant, le vocabulaire de l'insécurité. On va nous expliquer que des bandes de jeunes dans des quartiers sensibles, marqués par la nervosité sociale, et là, il y a tout un vocabulaire qui est utilisé, ou pour ne pas dire ce qui se passe, c'est-à-dire quelquefois il y a une situation de partition ethnoculturelle assez inquiétante, c'est le moins qu'on peut se dire. On ne poignarde plus, il y a des attaques au couteau, on n'égorge plus, il y a des attaques à la gorge. Donc il y a tout un vocabulaire pour euphémiser, aseptiser, et ce qui est assez fascinant là-dedans, donc dans le cas français, c'est que le commun des mortels comprend ce qu'on lui dit en ne lui disant pas. Ça, c'est fascinant. C'est-à-dire, et ça nous ramène, et on ne comprend ce phénomène-là que si on lit vraiment Miloche, que si on lit Koestler, c'est... Donc, le mot qui est utilisé est fait pour désigner une chose qu'on ne veut pas désigner. Et le commun des mortels, l'expérience compte encore, quoi qu'en pensent certains sociologues. L'expérience compte. Alors, on va réduire ça au sentiment d'insécurité. Ça, c'est formidable, le sentiment d'insécurité. Mais ceux qui parlent du sentiment d'insécurité habitent rarement les quartiers qui sont dominés par le sentiment d'insécurité. Oui, ça arrive souvent. Hein. Le réel finit toujours par s'inviter, par exemple, dans un endroit où est-ce qu'on décide d'acheter sa maison. Alors, quand on est devant cette réalité-là, eh bien, on a une forme devant une réalité euphémisée, aseptisée, qu'il n'est plus permis de nommer. Et quand on la nomme, on est accusé d'être d'extrême droite. Alors, c'est fascinant, comme si le réel, la mention du réel nous conduisait immédiatement à l'extrême droite. Moi, je pense que devant cela, on est devant donc, une psychologie qui s'éclaire en lisant Hiéroglyphes de Koestler, qui s'éclaire en lisant La pensée captive de Miloche, qui s'éclaire en lisant 1984, qui s'éclaire en lisant les Samizdat. C'est intéressant à lire ou relire les Samizdat qui se publiaient en Union soviétique, en fait, dans les pays de l'Est, donc la littérature clandestine, ou encore la dissidence intellectuelle dans les pays de l'Est. On a tendance à l'oublier, mais ça commençait toujours de la manière suivante. On confessait d'abord son adhésion au principe du régime, et ensuite, on expliquait discrètement, de manière sous la forme de la contorsion, sous la forme de la note de bas de page dissimulée, on explicitait ou plutôt on exprimait de manière implicite son désaccord. Ça nous ramène, à certains égards, à Léo Strauss et l'art d'écrire du philosophe, qui dit que tout régime est fondé sur des vérités incontestables, et le philosophe qui voudrait nommer ces vérités dans leur caractère problématique risque l'exécution publique. Dès lors, il faut développer un art d'écrire pour critiquer, pour être compris sans être incriminé. C'est intéressant quand même. Je trouve qu'il y a quelque chose il y a un parallèle de ce point de vue avec ce que nous vivons aujourd'hui. Ben absolument, mais en fait, je vous confesse que j'ai mis ce balado-là sur pied justement pour donner une espèce d'espace intellectuel aux jeunes intellectuels nationalistes québécois qui sont à peu près rejetés de l'université, puis ils sont dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de remanier leurs pensées, leurs instincts à la lumière de ce qu'on leur propose, c'est-à-dire de Foucault, de Derrida, de tous ces déconstructivistes. Voilà. Ben, ça me fait penser à Roger Scruton aussi, si je peux me permettre. Ah oui. Scruton, en Union soviétique, pas en Union soviétique, pardon, en Tchécoslovaquie. Scruton a organisé, qui est mort en 2020, mais enfin, je ne me trompe pas, en février 2020, un homme tout à fait remarquable, un des authentiques philosophes que vous aviez rencontré. Oui, que j'avais rencontré à Paris dans le cadre d'un colloque, qui avait même accepté de venir à mon balado, mais bon, les circonstances étant ce qu'elles sont, ça n'a pas pu se concrétiser, mais on a eu l'occasion d'avoir une petite correspondance, et on s'était lu, disons ça comme ça. Et Scruton, qui est un immense philosophe, a fait une activité de dissidence en Europe de l'Est, en Tchécoslovaquie, en organisant des universités clandestines. Les universités clandestines, qu'est-ce que c'était? C'était des lieux qui se rassemblaient donc à l'abri du pouvoir, dans le sentiment d'une confiance où on pouvait désormais parler librement.
Et là, on allait pouvoir parler librement sans tous les interdits idéologiques qu'il faut respecter quand on est à l'université, si on veut avoir une note pas trop mauvaise, si on veut être publié, si on veut exister dans l'espace public sans être banni. Là, c'était la possibilité d'une discussion libre et franche à l'extérieur des paramètres de l'idéologie officielle. Et moi, je considère que ça, puis je nous ramène à Miloche, je me permets ce petit détour-là. Miloche nous dit, et ça je pense que c'est très juste, le propre d'un régime idéocratique, donc fondé sur une idée officielle à laquelle on est obligé d'adhérer, c'est de provoquer une forme de schizophrénie politique. Parce qu'on vit dédoublé. Il y a le discours auquel on adhère officiellement de manière presque obligatoire, et ensuite, il y a ce que l'on pense personnellement. Et là, donc, il y a une espèce de dédoublement de plus en plus marqué, et c'est pour ça qu'ensuite, l'université clandestine, ou le séminaire, ou votre émission, ou votre balado apparaissent. C'est un espace où il nous est possible de penser autrement qu'en multipliant les contorsions pour donner des gages régulièrement à l'idéologie officielle. Et tout ça, je crois, moi, c'est une question qui me hante depuis plusieurs livres, qui sera un jour l'objet d'un livre à part entière, parce que ça m'obsède trop. Mais dans les temps présents, pour revenir à votre question, est-ce que c'est une révolution? Oui, je pense simplement que le nommer comme tel, ça peut coûter très cher socialement. En juillet 2020, dire publiquement que la théorie du racisme systémique ne s'appliquait pas au Québec, ça pouvait vous valoir, si vous étiez dans les médias, une campagne de harcèlement public, de diffamation publique. J'en sais quelque chose, d'autres en savent quelque chose aussi. Et ce qui est particulier quand vous êtes dans la position de celui qui dit les choses, donc vous acceptez de porter la sale étiquette, c'est que vous allez avoir des gens, moi j'en ai fait l'expérience si souvent, qui en public vont dire une chose, comme on dirait à notre époque, vont liker tout ce qu'il faut, et qui en privé viennent confesser le contraire de ce qu'ils disent publiquement. Et là, vous voyez l'écartèlement. Moi, ça me fascine. Je trouve que ça, je dis ça, pour reprendre vos mots, je retrouve les auteurs que je ne cesse jamais de lire et de relire, Kessler, Miloche, Orwell, Solzhenitsyn. Il y a quelque chose là-dedans, il y a un trait de psychologie qui se réactive à notre époque. C'est qu'il y a un coup à dire ces vérités. Oui, mais bien sûr. Mais évidemment. Alors, on nous dira, vous n'allez pas au goulag. D'accord, OK. Oui, mais ça, c'est toujours la... Ça, c'est facile, exact. C'est la dérision de... C'est la dérision, on s'en moque facilement. OK. Il n'y a pas le goulag, parfait. Mais la condamnation à la mort professionnelle, la condamnation pour pouvoir faire carrière, la condamnation... aujourd'hui, les campagnes de harcèlement médiatique à temps plein, la mort sociale, à bien des égards, le fait est pas pouvoir gagner sa vie dans plusieurs milieux, tout ça finit par compter, puis en dernier sens, la possibilité d'exprimer un courant de pensée dans l'espace public. Si toutes les institutions sont globalement sous le signe d'une idéologie dominante, eh bien, la possibilité d'exprimer son désaccord, par exemple à l'université, en études québécoises, ce qui est un peu votre domaine, eh bien, soudainement, si on veut exprimer ça, les espaces pour exprimer une dissidence raisonnable, intelligente, mais sincère, sont de plus en plus étroits, et le prix à payer sera significatif. Oui, on est quand même dans cette situation où, pour un intellectuel québécois ou un universitaire qui a envie d'étudier la question du Québec, le poste de prof d'université, il est... C'est plus possible, c'est réglé. Puis les profs d'université qui, encore aujourd'hui, persistent dans la question québécoise, même eux, ils sont souvent arrivés à l'université en se saisissant d'un autre sujet, puis ils sont arrivés à la question québécoise par la suite. Ben, il faut normalement se convertir vers la mi-quarantaine. C'est-à-dire, on entre à l'université parce qu'on en connaît des parcours comme ça. Ensuite, c'est des parcours, chacun est singulier, plusieurs sont sincères, d'autres sont plus compliqués. Moi, je me rappelle qu'on m'a déjà dit, Mathieu, mets de côté tes choses, puis quand tu seras bien installé comme prof, tu diras ce que tu penses. Bon, si à ce compte-là, moi, si la vie intellectuelle m'avait aussi peu intéressé, je serais devenu avocat, je serais devenu très riche. Moi, je trouve ça très bien d'être très riche dans la vie. Ça donne beaucoup d'autonomie et très riche, et là, je ne le suis pas. Mais le fait est que si j'avais décidé... La vie intellectuelle, on décide de la mener, non pas pour faire, à mon avis, pour faire carrière, on décide de la mener parce que c'est une vocation qui doit s'accomplir, parce qu'on est habité par un certain sens de la vie. À la fois de la connaissance, du savoir, et de la vie publique aussi, la nécessité d'intervenir sur des questions qui nous semblent fondamentales. Si finalement on devient simplement un fonctionnaire de la pensée parmi d'autres, quel est l'intérêt? Comme je dis, devenons riches. C'est beaucoup plus agréable en dernière instance. Mais bon, je pense que si on est attiré par la vie de l'esprit, ça vient qu'un sacrifice, mais soyez assurés qu'un discours comme le mien, comme le vôtre, tout ça, ne conduit pas à la carrière aujourd'hui. Je pense que ceux qui doivent le porter doivent l'assumer. C'est triste à dire, je dis ça avec... Les institutions ne changeront pas. Je ne vois pas, sur les 10-15 prochaines années, comment l'université pourrait s'oxygéner intellectuellement. De là, j'y reviens, c'est des bonheurs d'être à votre balado, c'est la création d'espaces de liberté intellectuelle où la pensée peut s'exprimer autrement. Mais
Il y a Machiavel a écrit ses grandes œuvres dans un espèce de cercle de lecture dans les jardins. Bon, le nom m'échappe. Le philosophe israélien Yoram Hazony, au début d'un de ses livres, dit qu'il remercie le cercle des philosophes, je me rappelle plus trop. C'est-à-dire que les grandes œuvres aujourd'hui des dissidents ou des grands intellectuels s'élaborent dans des petits groupes où c'est une sous-institution où, comme vous l'avez dit avec Scruton, il est possible de penser. Oui. Mais ça, je crois que c'est fondamental. Donc, ça peut être une revue, ça peut être une fondation, ça peut être des cercles de lecture sous le signe de l'amitié. Moi, là-dessus, faut jamais sous-estimer l'importance de cette vertu civique, mais cette vertu humaine essentielle qui est l'amitié. L'amitié, c'est la relation égalitaire par excellence. C'est la relation où des êtres, quelle que soit leur situation sociale, ainsi de suite, nouent une relation d'égalité sous le signe de l'admiration mutuelle. Et surtout chez les intellectuels, je pense que c'est la possibilité de ritualiser le travail de pensée et toujours, quoi qu'on en dise, et quoi qu'en pensent les esprits exagérément sérieux, toujours sous le signe du banquet. C'est-à-dire que les véritables séminaires de réflexion se déroulent en riant, en discutant, en mangeant, en buvant, en chantant. Je crois que le vrai travail de pensée doit être gaulois, disons ça comme ça. Et... on doit être sérieux, très sérieux. Mais comme tous les gens très sérieux, il doit être à la fois être en même temps sous le signe de l'hilarité circonstancielle. Pour moi, la vie de l'esprit se passe sous le signe de l'amitié dans de tels cercles. Et je le dis avec bonheur et tristesse, parce qu'il y a un bonheur à cette vie-là. Au même moment, ça serait bien que l'université permette le travail de la pensée véritablement. Ce serait pas si mal si on n'était pas condamné à cette espèce d'existence dans les marges de l'institution. Si on avait un peu d'argent. Voilà. Bon, tout ça serait pas dommage, mais bon, les circonstances en veulent autrement, donc faut accepter la situation qui est la nôtre, puis mener le travail de pensée qui est le nôtre. Que ce soit sur les questions qui nous importent aujourd'hui. En fait, la critique du régime, c'est pas pour rien que je suis aussi aristotélicien. Le régime est la catégorie fondatrice du politique. Et un régime délimite un espace du pensable, un espace de l'autorisé, un espace de la représentation légitime, et qui se situe à l'extérieur du périmètre tracé par les principes de légitimité dans lequel se reconnaît le régime, se condamne à la possibilité toujours de l'expulsion sociale, du bannissement, de l'ostracisme. Telle est la situation aujourd'hui de ceux qui n'adhèrent pas au régime diversitaire. Telle est la situation aujourd'hui de ceux qui ne se reconnaissent pas dans la révolution, l'inquisition woke, la révolution racialiste, parce que n'oubliez jamais une chose, la révolution et un régime qui se radicalise ne tolère pas le silence. Vous pourriez, comme certains rusés, dire, bon, on voit ça passer, on va continuer de faire nos petites affaires, et puis on va vivre tranquille. Non. Parce participer avec enthousiasme. Silence is violence. Hein? Le propre du régime, c'est l'organisation de l'enthousiasme, pour reprendre la formule d'Élia Lévy. Il faut tôt ou tard, faire un geste d'adhésion idéologique au régime, que ce soit en intégrant sur ses travaux sur la Nouvelle-France le sentiment, la certitude qu'elle est marquée par la domination coloniale et le racisme systémique et l'esclavage, et que tout ça est fondateur pour la Nouvelle-France. On ne tolère pas le silence. Il faut m'emmener un geste de ralliement obligatoire. Ça nous ramène à Julien Freund que vous avez évoqué. Julien Freund disait que la relation politique fondamentale, c'était celle de l'ami et l'ennemi, et il raconte dans sa thèse de doctorat cet échange avec, que vous connaissez probablement. Jean-Hippolyte. Avec Jean-Hippolyte, exactement. Donc, Jean-Hippolyte qui est terrifié à cette idée que le conflit soit fondateur du politique, qui est dans une espèce de logique hegelienne, il croit qu'on doit tous se réconcilier, que l'histoire va finir un jour et par réconcilier les contraires. Voilà, que le tragique sera aboli par une réconciliation historique finale. Et Freund dit non, je pense que l'ennemi peut pas être aboli, c'est absolument insurmontable. Et là, Jean-Hippolyte dit, si c'est vrai, tout ce qui me reste, c'est me réfugier dans mon jardin. Et Julien Freund dit, vous avez pas compris, monsieur Hippolyte, si l'ennemi veut vous trouver, il ira même vous chercher dans votre jardin. Ah, c'est quand même fascinant, ça. On a vu, il était passé qu'on peut même aller nous chercher sur une terrasse. Donc l'ennemi... Et Hippolyte a vu cette formule, je crois, me semble-t-il, c'est Aaron qui le raconte. Si cela est vrai, il ne me reste plus qu'à me suicider. Donc, ça j'en suis moins certain, mais je crois qu'il l'avoir lu. Ah, c'est fascinant. Ça avait choqué Aaron qui avait dit, voilà, ça, ce sont les intellectuels qui, plutôt que d'habiter le monde tel qu'il est, préfèrent s'annihiler, s'anéantir et s'abolir, se dissoudre, plutôt que d'affronter le monde dans ses contradictions. Et je pense qu'il y a quelque chose de ça aujourd'hui. Mais encore une fois, il faut surmonter la représentation du totalitarisme tel qu'on l'a connu au XXe siècle, pour être capable de comprendre en quoi aujourd'hui, non pas on n'est pas en Union soviétique évidemment, mais une tentation totalitaire réapparaît, ressurgit, se redéploie.
Et parce qu'elle n'est pas encore, une fois pour toutes, gagnante, on peut y résister. Mais il faut savoir ce qu'on a devant nous. Quand même, pour y revenir, évidemment, c'est une logique totalitaire qui est, pour l'instant, une domination intellectuelle, mais j'y reviens, il y a quand même des violences passées sous le tapis, que l'on balaie sous le tapis, comme, par exemple, vous l'évoquez dans le livre, lorsque le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis est à l'origine de violences, on va dire, au fond, c'est légitime parce qu'il essaie d'abolir justement cette domination blanche. Alors, oui, c'est un principe de domination idéologique, mais il y a quand même un ethos violent. Ah, mais ça, quand on est devant des gens qui sont dans une logique de croisade, qui devant eux n'ont plus l'adversaire, même plus l'ennemi politique à la rigueur, mais l'ennemi de l'humanité. C'est pour reprendre Freud, la théorie du partisan. Oui, mais tout est permis. Tout est permis dès lors. Tout est permis. Est-ce que vous avez devant vous l'ennemi de l'humanité? Bon, vous avez devant vous le haineux. Le haineux, c'est le nouveau visage du méchant aujourd'hui. Dans le discours haineux, on va nous expliquer que certains discours, c'est pas des discours avec des arguments, c'est un discours haineux. Bon, mais c'est un discours haineux, faut pas l'autoriser. Et là, qu'est-ce qui rentre dans la catégorie du discours haineux? Oh là là, ça ne cesse de s'étendre. Donc là, il y a ça. Puis oui, je pense que ça, on le voyait dans le passé. Il y avait les différentes étapes du raisonnement. D'abord et avant tout, il n'y avait pas de violence. Ensuite, si les violences il y avait, elles étaient légitimes. À la rigueur, c'était des violences d'autodéfense. Et puis il y avait, on se rappelle tous ces scènes qui étaient absolument fascinantes, quand on voyait les reporters devant, pendant que ça brûlait dans des villes américaines. Là, le reporter expliquait « peaceful protest ». Donc, c'est génial, c'est-à-dire, nous sommes devant des protestations pacifiques et ça brûle en arrière de la caméra. Bon, alors... Moi, on y revient, j'aurais jamais l'idée de réduire les protestations qu'on a vues l'été passé à ces éléments. Il y avait une colère légitime qui s'exprimait dans les rues américaines, dans les rues québécoises, les rues suédoises, les rues françaises, c'est autre chose. Mais aux États-Unis, j'entends. Mais cela dit qu'on ne vienne pas nous dire qu'il n'y avait pas de violence aussi. Il faut nommer les choses telles qu'on les voit, même si elles sont désagréables et déplaisantes. Moi, je réduis pas les protestations de l'été passé à la violence, loin de là, mais je fais pas comme si la violence n'existait pas. Il faut simplement avoir l'honnêteté de nommer les choses, de faire un sain discernement des choses. Vous parlez des manifestations peut-être avec une racine un peu moins légitime au Québec, mais pour ces militants, c'est pas grave parce que, comme vous l'écrivez dans le livre, justement, il y a une importation de la mentalité américaine comme si elle était aujourd'hui la matrice intellectuelle de tout l'Occident. Oui. Ça, je pense, on est dans cette idée qu'aujourd'hui, l'ensemble des sociétés occidentales doivent se penser à partir des concepts de la matrice sociologique de la société américaine. Alors, il y a deux mouvements là-dedans. Il y a le mouvement 1492, appelons ça comme ça, c'est-à-dire, puisque toutes les sociétés occidentales se naissent de cette expansion européenne, sociétés occidentales, extra-européennes, bien sûr, naissent de l'expansion européenne de 1492, elles sont toutes porteuses de la même logique, qui est celle du colonialisme, de la suprématie blanche, ainsi de suite. Bon. Donc ça, c'est une espèce de... Ensuite, ça, c'est l'espèce de prétexte théorique qui est utilisé pour mettre dans le même sac, finalement, comme j'ai eu la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. Puis en dernière instance, faut pas oublier qu'on applique ce principe-là aussi aux sociétés européennes qui n'ont pas d'aventure coloniale ou pas d'histoire coloniale. OK, il y a une histoire coloniale qui s'appelle la Nouvelle-Suède, mais disons que c'est pas un moment central de l'histoire de l'humanité. Je pense pas que ce soit... Pardonnez-moi, je pense pas que ce soit grave que de le mentionner. Donc, là, on va nous dire, par exemple, on le voit en Europe, en France, les violences coloniales, les violences urbaines, qui sont souvent des émeutes, qui sont sur des insurrections. Oui, mais c'est à cause de ce ressac des violences coloniales, la France en Algérie. OK. Et des conditions sociales et économiques. Mais bien sûr, la France pousserait ces populations issues des minorités dans une telle situation de détresse qu'ils ne pourraient que se révolter. Puis là, ça donne les indigènes de la République, ça donne les mouvements décoloniaux, ça donne l'extrême gauche identitaire. Imaginons, même si c'est faux, imaginons qu'il y ait du vrai là-dedans. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors en Suède? Je reviens toujours à cet exemple-là, il m'intéresse beaucoup. Je veux dire, est-ce que je connais pas l'histoire de l'Algérie suédoise? Si oui, il faut me la raconter. Donc là, à un moment donné, c'est à ce moment-là qu'on est dans cette logique qui finalement en vient au principe d'interchangeabilité de toutes les sociétés occidentales, réduites au statut de société blanche. C'est l'abolition de la nation. C'est l'abolition de la nation, exactement. Le racialisme vient abolir la diversité des peuples, des nations, des cultures, des civilisations, des religions,
pour nous penser sur le signe de la race. Vous aviez écrit un papier dans le Journal de Montréal, Lettre à un jeune intellectuel québécois, qui est tout à fait remarquable, où vous montriez à la lumière d'André Gladuc pourquoi et comment les Québécois ne se sont pas pensés historiquement comme blancs. Évidemment, si on est dans le miroir, on n'est pas fou, on voit à peu près, ok, on comprend. Mais nous ne sommes pas construits culturellement, politiquement, symboliquement dans le langage de la race. Et là, vous le montriez de manière tout à fait remarquable dans ce papier-là. Et je pense qu'il faut simplement se rappeler que si on décide de se penser à la lumière raciale, qu'on m'explique le conflit irlandais et britannique. Si on se pense à la lumière raciale, qu'on m'explique... Et là, vous voyez, je peux multiplier les exemples, mais le conflit canado-québécois. Alors, le principe racial, il y a quelque chose que les États-Unis... Aux États-Unis, il y a une histoire tragique que nul ne conteste, mais elle n'est pas exportable. Or, aujourd'hui, et c'est ça qui est particulier, sous l'effet de l'américanisation des mentalités et de l'immigration massive qui a créé dans les différentes sociétés occidentales une forme de bouleversement démographique, les populations issues de l'immigration, non pas elles-mêmes, mais les mouvements radicaux qui prétendent les représenter. Oui, parce qu'il y a une distinction intéressante à faire ici, c'est que ces gens-là ne parlent pas au nom de toute leur communauté. Non, mais pas du tout! Pas une seconde! Moi, ça, il faut le rappeler toujours. L'immense majorité des gens qui arrivent dans un pays veulent simplement vivre tranquille puis avoir la sainte paix. Genre, ils adoptent les mœurs, ainsi de suite. On le dit d'ailleurs, souvent, la première génération cherche à élever ses enfants sur le mode on va faire de toi, je ferai de toi un Québécois, mon fils, je ferai de toi un Français, mon fils, un Suédois. C'est normal! Et ensuite, cela dit, il y a l'effet démographique qui fait en sorte que si on reçoit au-delà de nos capacités d'intégration, il y a une logique de communautarisme qui s'enclenche. Si vous ajoutez à ça des mouvements décoloniaux, comme on dit aujourd'hui, qui veulent inculquer une conscience d'injustice structurelle, une conscience d'injustice raciale dans ces populations, pour les amener à se définir comme si elles étaient victimes de racisme systémique, comme on dit aujourd'hui, de la suprématie blanche, et qu'on les pousse à se définir comme telles, et que vous avez en plus un régime politique, le multiculturalisme, le régime diversitaire, qui pousse à socialiser des catégories de la population dans le langage de la sociologie victimaire, et que vous avez à travers ça l'américanisation mentale de nos sociétés, et tout ça, ce que je décris là, c'est pas des c'est la réalité des temps présents, mais vous créez les conditions d'une fracture de l'ordre social, d'une décomposition de l'ordre social, de l'excitation des tensions ethniques et raciales. Vous introduisez le concept de relation raciale dans les sociétés où ce concept n'a pas lieu d'être. Et ça, en plus, avec une vision un peu étrange. C'est-à-dire, si on comprend bien le discours de ces mouvements qui gagnent en influence, c'est ça le problème, eh bien, l'Occident est un immense enfer que l'on rejoint pour s'y faire persécuter. Oui, parce que les mouvements migratoires n'arrêtent pas. Mais alors, moi, c'est ça que j'essaie de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire, si c'est si pénible, mais qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir quelque chose qui m'échappe. Donc là, on est devant une forme de... Et c'est le drame de ces mouvements qui sont pris au sérieux. Il y a une forme de falsification du réel. Ils décrivent, quand on dit par exemple qu'à Montréal ou à Paris, il y a une forme de persécution policière généralisée des populations issues des minorités. Mais c'est faux! Mais c'est simplement faux! Mais le fait est qu'on plaque une grille de lecture qui fait en sorte que dès qu'il va y avoir une interaction difficile, une interaction conflictuelle potentiellement entre un policier, quelle que soit sa couleur d'ailleurs, et une personne issue des minorités, on va interpréter ça automatiquement comme s'il s'agissait d'un geste de profilage racial ou de racisme systémique. Donc la grille d'analyse est là et ne cherche que des exemples pour se confirmer. Qu'importe si par ailleurs elle ne correspond pas à la réalité, elle est à la recherche toujours d'événements qu'elle interprétera de manière à se valider elle-même. Donc là, comment être capable d'évoluer dans une société où de tels concepts en viennent à s'institutionnaliser, se bureaucratiser? Pour moi, je pense qu'on crée les conditions d'une dissociété. Mm-hmm. C'est-à-dire une société fragmentée entre communautés qui ne se parleraient plus. Ben, non seulement, ou alors ne se parleraient que pour se faire des reproches. Perpétuelle, mais... Ben, en fait, c'est cette idée quand on dit dans une pièce, parce que ça revient souvent, on dit la police trop blanche, le système médiatique trop blanc, c'est trop blanc. Bon, moi, je déteste la logique raciale. Mais s'il faut à tout prix penser dans les termes raciaux, on peut faire remarquer à ceux qui disent ça qu'ils sont dans des sociétés qui sont historiquement blanches, entre guillemets. Si on est obligé de penser comme tel, moi je veux pas. Mais alors nos sociétés sont historiquement blanches. Leur diversification démographique est assez récente, quoi qu'on en dise. Donc le temps d'intégrer dans les sociétés, le mouvement de l'intégration sociale, ça se fait pas d'un coup, c'est pas un coup de baguette magique, quoi qu'en pensent les bureaucrates. Ça prend un peu de temps. Bon. Donc là, c'est normal que dans une société historiquement
blanche, entre guillemets, il y a encore quelques blancs, entre guillemets, qui traînent dans l'espace public. Puis c'est par ailleurs normal que cette société-là, qui n'est pas une société fermée, qui n'est pas une société discriminatoire, mais peu à peu intègre dans la vie publique, ici et là, des gens qui ne seront pas d'ailleurs intégrés en tant que noirs, en tant que racisés, en tant que je sais pas c'est quoi la couleur qu'il faut leur donner. Il faut simplement intégrer comme des membres de la nation, parce que participant à la nation, ils trouvent une place. Puis oui, par ailleurs, Monsieur X est noir, Monsieur Y est asiatique, mais on s'en fout. Mais on s'en fout parce que le mouvement, à un moment donné, le propre de la dynamique sociale fait en sorte que ces gens qui viennent de l'immigration ont été socialisés dans les paramètres de la nation et puis ils trouvent leur place dans les circuits de socialisation. Mais si on est là avec une espèce de sociogramme à rabais, puis là on passe au visage, les gens ont fait des tests au faciès, assez blanc, pas assez blanc, puis le cas des métis, qu'est-ce qu'on fait avec les métis, c'est compliqué. Là, on est dans cette logique-là, ça crée une société qui est intenable, tout simplement, qui est la société de la compartimentation raciale et ethnique, de l'imperméabilité ethnique. Et c'est ça qu'on nous fabrique en ce moment à grande vitesse. Et puis, vous parlez même dans le bouquin de guerre intra-raciale, c'est-à-dire, comme vous avez dit, noir, pas assez noir. Là, vous contiez l'anecdote d'une chanteuse ou d'une actrice qui était censée jouer une chanteuse noire, mais comme elle n'était pas noire comme la chanteuse noire, elle n'était pas assez noire pour jouer cette noire. Ah oui, puis on donne un autre exemple. À Montréal, tout récemment, la nomination de la commissaire politique au racisme systémique de l'administration Plante. C'est Mme Manaille qui était nommée. Exact, ouais, bon. ouais. Là, il y a un leader communautariste, Balarama Holness, je crois, qui dit « c'est illégitime parce que c'est pas une personne noire, or ce poste aurait dû revenir à une personne noire plutôt. » Donc là, on comprend que, appelons ça conflit chez les racisés autoproclamés. Et là, l'idée, c'est pas, Mme Manaille, je pense que son poste ne devrait pas exister. Je pense que son discours est dangereux, mais jamais je vais la critiquer sur ses origines. C'est quoi cette idée-là de critiquer les gens sur leurs origines? Or, au nom de l'antiracisme, on fait le procès à quelqu'un parce qu'il appartient pas à la bonne communauté au moment d'avoir une nomination dans un emploi public. Et là, je reviens. On me demande pourquoi je critique les antiracistes, entre guillemets. Parce que vous prenez ça pour des antiracistes, vous? C'est intéressant parce que, justement, vous dites que le langage est très, très, très important dans cette logique antiraciste. C'est-à-dire que ces gens décrivent ce qu'est le racisme, donc ils ont le loisir de s'ériger comme antiracistes, mais la définition qu'ils donnent du racisme, c'est au fond des relations sociales qu'on trouvait normales, c'est-à-dire ne pas considérer la couleur de quelqu'un. Ouais, alors c'est exactement ça. Robin DiAngelo, je l'ai souvent cité parce que pour moi c'est fascinant. À un moment donné, il y a des aveux qui traînent comme ça dans les textes. Et elle dit, Mme DiAngelo, tout mon travail consiste, toute une bonne partie de mon travail, à redéfinir la compréhension que nous avons du racisme. Donc le racisme, sachant que c'est dans nos sociétés le péché capital, il n'y en a pas 7, c'est le péché capital. C'est le plus important de tous. Qui s'en rend coupable peut être exécuté socialement. Et bien dès lors, on propose une redéfinition du racisme, et là on va nous expliquer, c'est génial, que l'universalisme, c'est le vrai racisme, et inversement, décider de recartographier la société sur le mode de la conscience raciale revendiquée, ça c'est de l'antiracisme. Puis là on va nous dire en plus, ça c'est pas mal, que le racisme anti-blanc n'est pas possible, parce que le racisme serait une structure de pouvoir au service de cette majorité ethnique que serait la majorité blanche, fondée avec le principe de la suprématie blanche. Mais là, on dit d'accord, mais quel dire quelqu'un sale blanc ou un blanc ne devrait pas avoir ce travail-là parce qu'il est blanc? Ben, c'est du racisme ou non? Non, pas du tout. Ça, à la rigueur, ce sera ça va être des mauvais sentiments d'autodéfense, de groupes racisés qui s'approprient le langage racial pour se défendre dans une société fondée sur leur exclusion. Donc, on en vient à cette idée que dit très bien Robin DiAngelo dans La fragilité blanche, que le blanc est par définition raciste. Parce qu'il a été socialisé dans une culture où le référent blanc est en lui-même raciste. Donc, le blanc, pour se délivrer du racisme, doit se délivrer de sa blanchité. Il doit entreprendre une tâche de rééducation idéologique, de rééducation morale, pour apprendre à ne plus être blanc. Madame DiAngelo, qui est assez pessimiste, nous dit « Je ne parviendrai jamais à me délivrer une fois pour toutes de ma blanchité. » C'est une forme d'expiation sans rédemption. Mais je vais travailler très fort à ça, même pas pour les autres, mais pour me libérer moi-même de cette identité toxique. Moi, je m'excuse, mais là, on bascule dans le domaine de la névrose. Puis c'est quand même pas une idéologue perdue. Robin DiAngelo est engagé par des très, très grandes compagnies pour offrir des séminaires, puis cette logique-là est en train de s'incruster dans les milieux de travail. Exactement. Ça, c'est dans les départements de ressources humaines. Alors ça, c'est le coup qu'on me fait quelquefois. C'est « Ah, vous parlez de mouvements très marginaux. » Non, si Coca-Cola, c'est marginal, là, alors on se comprend plus. Là. Donc ce discours-là,
s'est normalisé dans les directions des ressources humaines dans les entreprises. Il s'est normalisé dans les directions des ressources humaines dans la fonction publique, à Ottawa. On le voit, donc ce discours-là se normalise partout. Robin DiAngelo est l'expression achevée de cette idéologie, et par ailleurs, elle fait carrière là-dessus, il ne faut pas se tromper. Elle gagne bien sa vie aussi. L'antiracisme culpabilisateur sur le mode de la déconstruction de la blanchité est un business très, très, très payant. Mais bon, encore une fois, ce sont des carrières offertes par le régime. Les intellectuels étaient très bien traités en Union soviétique. Les intellectuels du régime... Ils avaient droit à une datcha. Bon, ben alors, aujourd'hui, on peut dire de manière moqueuse, c'est évidemment pas la même situation, mais les intellectuels qui reprennent le discours du régime, qui le théorisent, qui le radicalisent, avec cette prime à la radicalité qui est très présente aujourd'hui, ben ceux-là bénéficient assurément de conditions tout à fait avantageuses. Critiquer Mme DiAngelo, ça offre moins de possibilités de carrière, disons ça comme ça. Et puis ça vient abolir aussi, les conditions matérielles de ces militants-là. C'est-à-dire, avec la couleur, ils se projettent dans la sphère publique comme des victimes, mais souvent, c'est des gens quand même très, très bien éduqués, qui gagnent très, très bien leur vie, et puis qui vont dire souvent aux Blancs, entre guillemets, parce que, j'utilise pas ces catégories-là, qui sont de la classe populaire, qui bossent 40-50 heures par semaine, que eux sont à la base d'un système qui érige ces gens-là en victimes perpétuelles. Ibram X. Kendi, par exemple, est financé par Jack Dorsey de Twitter. Financé pour vrai, c'est quand même pas rien, ça vaut la peine. Alors non, ça c'est quand même, mais ça, encore une fois, ça c'est l'abolition de la question sociale, qui est un élément central, documenté depuis les années 80, ça vaut la peine de le dire. On l'a noté dès les années 80, c'est que quand on remplace la question sociale par la question raciale, eh bien ça fait en sorte qu'on va nous dire que le bourgeois millionnaire racisé est néanmoins structurellement en situation désavantageuse par rapport au prolo blanc d'Hochelaga qui, lui, bénéficierait de son privilège blanc. Donc, on est dans cette espèce de représentation déréalisée des rapports sociaux. Or, au moins, il me semble, la conscience de classe avait cette vertu d'intégration sociale. En plus, ça crée un conflit social, me semble-t-il, légitime, qui était un conflit légitime sur lequel, je suis pas particulièrement marxiste, mais qu'il y ait un conflit sur la redistribution des ressources pour éviter qu'il y ait une captation, une confiscation des ressources par certaines catégories sociales de manière durable, pour appeler la nécessaire circulation sociale, la circulation des élites, pour faire en sorte que l'ascenseur social passe un peu partout. Ça, je pense que c'est un conflit social fort légitime. Pour le dire comme Kolakowski, c'est ce qu'il y a de socialiste en moi. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ce qu'il y a de socialiste en moi, c'est quand même cette idée qu'il faut que l'ascenseur social passe partout et qu'il faut que il faut lutter dans toutes circonstances contre la misère. Il faut créer les conditions pour que, quelle que soit la naissance de quelqu'un, il puisse véritablement... c'est le grand rêve de la social-démocratie, rejoindre la classe moyenne. Moi, je pense qu'on n'est pas tous faits pour être milliardaires, mais on peut tous espérer rejoindre la classe moyenne. Telle est la promesse de la social-démocratie dans ce qu'elle a de mieux. Mais ça, aujourd'hui, ça passe pour un rêve étrangement petit bourgeois et sans envergure devant les militants de ceux qui pensent lutter pour la justice raciale, mais qui militent dans les faits pour l'abolition des sociétés occidentales. Ça, je pense qu'il y a un basculement, puis à travers ça, c'est le commun des mortels, quelle que soit sa couleur de peau, qui en paie le prix. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. C'est plus facile en dernier essence jouer à ça c'est Walter Ben Michael qui l'avait dit, c'est plus facile de jouer à la discrimination positive pour favoriser des gens selon le principe de la couleur de peau que travailler à vraiment améliorer la condition sociale de tout le monde, quelle que soit leur couleur de peau, des catégories populaires, des catégories ouvrières, pour qu'ils rejoignent la classe moyenne. Ça exige quelquefois des combats sociaux d'une autre nature. Mais ils sont apparemment moins intéressants, justement, que cette obsession raciale qui fonctionne sur le mode du délit de faciès. Pour revenir à ces idéologues, là, vous avez dit qu'ils tentent d'abolir la civilisation. Puis quand on tente d'abolir sa civilisation, que ce soit l'URSS, que ce soit la révolution racialiste, on s'attaque à l'histoire, n'est-ce pas? On réinterprète l'histoire des nations, des civilisations. Comment ça se matérialise dans ces théoriciens de la race? Alors, aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle le projet 1619,
19, je crois, 1609, 1619, là, je me trompe d'une décennie peut-être quand je le dis. C'est l'arrivée des premiers esclaves. Voilà. Donc on va nous dire, finalement, c'est un projet qui est porté par le New York Times, mais qui prend la suite à certains égards des National Standards des années 90. Il faut réinterpréter l'histoire américaine et son canevas, son principe de base. Désormais, l'esclavage. Quelle est la place de l'esclavage dans l'histoire américaine? C'est une question importante. Est-ce que l'esclavage, c'est une trahison des principes du pays, ce que l'on avait tendance à croire jusqu'ici? Je veux dire, quand on regarde l'histoire américaine des premières colonies à l'indépendance, à la guerre de sécession, la guerre civile, aux droits civiques au temps présent, on avait tendance à voir dans l'esclavage une trahison odieuse des principes des États-Unis. Là, réinterprétation intellectuelle, basculement, inversion, désormais l'esclavage, c'est la vérité du régime. Et le reste ne serait que maquillage idéologique, maquillage constitutionnel. Ah bon? Dans le cas québécois, est-ce qu'il y a de l'esclavage en Nouvelle-France? Oui, c'est un phénomène assez périphérique, soyons honnêtes. C'est pas un phénomène structurel, pas du tout. Mais est-ce qu'il y en a, ça veut dire qu'on ne doit pas le condamner? Bien sûr que non, mais c'est pas le principe qui fonde la Nouvelle-France. Mais aujourd'hui, on réinterprète la Nouvelle-France à la lumière de cette théorie historique pour faire de la Nouvelle-France une modalité parmi d'autres, une extension parmi d'autres de la modernité esclavagiste génocidaire occidentale. Alors que si on avait le souci de l'histoire, on comprendrait que tous les empires européens ne sont pas installés de la même manière en Amérique, que les Français, les Anglais, les Portugais, les Espagnols ne sont pas installés de la même manière sur le continent. Dans le cas de la France, eh bien, ça va être une volonté, par exemple, on l'a vu dans le débat autour de Napoléon, de réduire des personnages historiques à certaines pages noires, gênantes, malheureuses, sans le moindre doute. Mais qui sont pas ça. Quand on regarde Napoléon, c'est pas ça l'élément central. Je dis pas que c'est pas là. Je dis pas que c'est pas grave. Je dis pas qu'il faut pas le regretter terriblement. Je dis pas qu'on doit pas dire ça, c'est une faille terrible. Je dis que dans le portrait de l'œuvre de Napoléon Bonaparte, c'est pas l'élément central, ou à tout le moins, ça ne peut pas être le seul élément à partir duquel on juge l'ensemble de l'œuvre, disons ça comme ça. Or, il y a eu cette tentation de, finalement, canceller, comme on dirait au Québec, de bannir, de déplatformer Napoléon au moment de la commémoration des 200 ans de sa mort, autour de cette question de l'esclavage. Alors qui se pose pas comme qu'aux États-Unis, soit dit en passant, mais là, de Napoléon, on oubliait finalement tout. On oubliait l'histoire de Napoléon qui devait désormais être jugée seulement sur ça. Donc, une forme d'anachronisme. Donc, et là, sur la réinterprétation de l'histoire, où ça, on pourrait multiplier les exemples, en fait. On le fait quand Churchill, effectivement, n'avait pas des pensées tendres pour les populations coloniales des Indes. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il était passé à l'histoire pour une autre raison. Ouais. Accessoirement, il avait tenu tête aux nazis. C'est une bonne chose, tenir tête aux nazis. Ce qu'on appelait un antifasciste véritable. Oui, un antifasciste véritable, c'est quelqu'un qui tient tête aux nazis. C'est pas quelqu'un qui perturbe une conférence à Evergreen. Bon, un antifasciste véritable, c'est quelqu'un qui comprend qu'il faut réarmer dans les années 30 pour tenir tête aux nazis. C'est quelqu'un qui sait, qui devant le péril de l'histoire, devant le nazisme, qui était le summum de la barbarie dans l'histoire humaine, eh bien, il tient tête sur son île, il refuse la capitulation, il refuse de s'entendre avec Hitler, et il va porter la résistance qui va rendre possible ensuite la contre-attaque et puis le fait de faire tomber cet empire maléfique qui était le Troisième Reich. C'était pas mal comme exploit, me semble-t-il. Ça valait quelques mérites. Eh bien non, en dernière instance, la complexité des hommes, parce que c'est un homme complexe, Churchill, avec des contradictions, vient s'abolir dans le fait qu'on va décider de le déplatformer lui aussi, on va décider de le bannir dans la mesure du possible de l'espace public, parce que il n'avait pas la psychologie recommandée sur la question coloniale aujourd'hui. Alors, dans cette logique-là, tout le monde finit par y passer. Tout le monde, Christophe Colomb le sait, la figure de Christophe Colomb, il passe partout en ce moment donc, en Amérique du Nord. Donc devant tout cela, je pense que la question de l'histoire est le terrain de bataille fondamental, le terrain de bataille essentiel sur le plan intellectuel, parce que qui commande, je pense que c'est Orwell, une formule qui me revient pas, qui commande le présent, commande le passé, qui commande le passé, commande le futur, de mémoire. J'espère que c'est comme ça qu'il le dit exactement. La maîtrise des représentations historiques, c'est la maîtrise des codes de la légitimité politique. Moi, à l'origine de mes travaux, ma dénationalisation tranquille, je m'intéressais aux représentations de la nation travaillées par les historiens. Et c'est ce qui m'a conduit plus largement sur la question de la légitimité, plus tard. La question de la légitimité, j'y suis arrivé par l'histoire. Parce que l'histoire est au-delà du travail des historiens, c'est le principe qui en vient à fonder la légitimité d'un ordre politique. Or, aujourd'hui, la transformation, la falsification du récit historique entraîne la forme de déconstruction des fondements des sociétés occidentales, des sociétés libérales. Vous dites que, comme Churchill, qui était un antifasciste véritable, a fini par être dévoré par cette révolution racialiste-là, puisque il n'était pas un militant antiraciste comme on peut l'entendre aujourd'hui.
C'est-à-dire que la révolution finit toujours par dévorer ses enfants. Ah ben oui, oui, mais dans le cas présent, c'est qu'on n'aurait pas vu Churchill dans le rôle d'un de ses enfants de la Révolution. Donc elle dévore tout. Mais ce qui est drôle, cela dit, pour reprendre votre formule, oui, la Révolution dévore ses enfants. Et ça, on l'a vu l'été passé, quelque part en juin, en juillet, dans Harper's, le magazine. Ah oui, ben je voulais y venir justement. En fait, parce que cet antiracisme effraie maintenant ce qu'on appelle les liberals, les gens de gauche. Mais pourtant, ces gens de gauche-là répugnent à s'associer à ceux qui ont toujours porté la critique du racialisme. En fait. Mais ça, c'est fondamental, ce qui se passe avec ça. C'est qu'on a vu effectivement, l'été passé, la gauche libérale. Là, elle a senti le souffle froid de l'histoire sur sa nuque. Elle a senti que quelque chose s'en venait. Ils étaient les prochains sur la liste. Tant qu'ils se croyaient dans le camp du bien, ils pouvaient dénoncer rituellement la critique du politiquement correct. C'est une obsession conservatrice. Ils participaient à la diabolisation de ce qu'ils appellent la droite, la diabolisation des conservateurs, la diabolisation des nationalistes. Puis ils pensaient jamais que ça leur tomberait dessus. Et là, oh là là, ils sont les prochains sur la liste. Ils sont les prochains sur la liste. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, ils se mettent à s'inquiéter. Ils publient une tribune dans la Harper's de mémoire pour se désoler. Ils disent, c'est terrible. Oui, Trump, très dangereux. Trump, très, très, très dangereux. Mais il n'en demeure pas moins que cette mouvance qui a un peu... les comparaisons qui étaient faites dans le monde anglo-saxon, on disait cette mouvance jacobine. Cette mouvance qui a envie de la guillotine sociale. Cette mouvance qui veut interdire la possibilité du débat civique, du débat public, qui veut diaboliser, qui veut censurer. Mais cette mouvance est dangereuse. Donc là, ils sont dans une situation particulière parce qu'ils se retrouvent à être d'accord avec ceux qu'ils dénonçaient depuis 30 ans, 40 ans. Et moi, ça me fascine parce que là, on les voit se rallier au constat des conservateurs tout en expliquant que les conservateurs continuent de se tromper. Et là, c'est assez fascinant. Donc là, ils nous disent « Oui, mais nous, on arrive... Vous dénonciez le politiquement correct ou le racialisme depuis 30 ans, mais vous le dénonciez pour de mauvaises raisons. Et nous, on était d'accord avec ce politiquement correct, mais on avait tort, mais c'était pour de bonnes raisons. Donc, vous aviez raison pour de mauvaises raisons et on avait tort pour de bonnes raisons. Si on connaît un peu l'histoire de la vie intellectuelle au 20e siècle... C'est le sort aronien de l'intellectuel conservateur. Exactement. C'est cette formule qui est d'une bêtise himalayesque. Mieux vaut avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Eh bien, mieux valait avoir tort avec... les progressistes, plutôt que raison que les conservateurs qui voyaient venir les choses plus tôt. Et quand ça arrive finalement, ben là, ils tremblent. Normalement, de 5 à 10 ans, probablement, un reporter ou un journaliste de la presse va finalement être d'accord avec ce que j'écris. Et il va finir par faire une série d'articles pour dire que finalement, ceux qui font de tels constats n'ont pas tort, mais nous n'y sommes pas encore. Pratiquement, c'est-à-dire qu'il y a des gens à la presse, pour ne pas les nommer, qui s'intéressent à la question universitaire, puis sans vous nommer, ils vous donnent raison. Oui, mais c'est ça, mais c'est toujours amusant, mais tout en expliquant que j'ai encore tort. Ah oui, bien sûr. Mais c'est ça qui est fascinant là-dedans, c'est-à-dire, on se retrouve devant des gens... J'ai une formule là-dessus que j'avais abordée dans un chapitre dans un livre précédent dans l'Empire du politiquement correct sur ce que la gauche appelle la droite. Puis je reprends cette formule-là dans le livre présent. En gros, il faut avoir été de gauche pour avoir le droit de ne plus être de gauche. Il faut être passé par l'Église, par la révélation. Et un jour, on peut cesser de croire, mais il faut d'abord avoir cru. Et qui n'a pas cru n'est pas autorisé à critiquer le dogme. Et ça, c'est l'histoire. Puis ça, c'est un beau livre qu'il va falloir écrire un jour. C'est un autre des nombreux livres que j'aimerais écrire si j'en suis capable. Ça va être sur l'histoire des différentes dissidences au 20e siècle, l'histoire de l'anticommunisme. Parce que dès 1917, il y a des gens qui disent « tout ça est très dangereux ». On dit « tu sais pas, vous faites des peurs pour rien ». Dès 1923-24, dès les années 30, Budapest, 56, si je ne me trompe pas, le printemps de Prague, 68. À chaque moment, fin des années 70, les nouveaux philosophes, Solzhenitsyn qui apparaît un peu dans l'esprit occidental à ce moment-là, bien qu'il était là auparavant, il y a une prise... On voit toujours l'histoire de l'anticommunisme, il y a des gens qui voient en temps réel ce qui se passe. Puis là, il y a des gens qui s'y rallient tardivement. Mais ceux qui se rallient tardivement à la critique du communisme, à l'époque, ou du totalitarisme, prennent la peine d'invalider la critique de ceux qui l'ont mené avant eux. Sur le plan de la psychologie politique, c'est intéressant de voir comment ce processus qui nous pousse à renouer avec le réel, finalement, comment, d'une certaine manière, ça commande l'histoire de la compréhension du totalitarisme au 20e, puis peut-être maintenant au 21e. Est-ce que le conservateur est toujours un corps étranger dans la cité moderne? Oui, je crois, évidemment. Alors,
mettons dans la même catégorie conservateur et réac s'il le faut, même si pour moi c'est deux choses très différentes. Ah ouais, bien sûr. Mais ouais, pour moi, c'est différent. Le conservateur est inévitablement, parce qu'il n'est pas dans l'enthousiasme moderne. Or, la modernité exige qu'on l'applaudisse. Elle ne se contente pas qu'on l'accepte. Elle ne se contente pas qu'on... Vive tacitement. Oui, bon, c'est notre époque. C'est une très belle formule. Elle n'accepte pas qu'on y vive. Elle n'accepte pas qu'on l'accepte. Non, il faut non seulement l'embrasser, la chanter, mais il faut embrasser chacune de ses avancées. Parce que, et ça c'est comme ça, ça nous ramène au clivage gauche-droite, parce qu'on n'est jamais, il suffit pas d'être de gauche, il faut rester de gauche. Et pour rester de gauche, il faut être d'accord avec chacune des innovations des différents courants idéologiques qui sous le signe de l'avant-garde. Maintenant, être de gauche, c'est ça. Par exemple, être de gauche, longtemps, c'était pour être c'était partager les ressources sociales, c'était la gauche redistribution des richesses, voilà. Mais là, maintenant, pour être de gauche, il faut considérer que l'homme et la femme n'existent pas et que les sexes sont des constructions sociales à déconstruire pour permettre à la fluidité de genre de devenir la fluidité identitaire, d'être la nouvelle norme anthropologique de représentation des identités sexuelles. C'est ça, être de gauche. Alors, c'est pour ça que moi, de ce point de vue, j'ai jamais cherché être de gauche, parce que je trouve que c'est trop compliqué. Tu sais, Lucchini a des belles formules très drôles sur ça, quand il dit qu'être de gauche, c'est beaucoup trop exigeant moralement. Moi, je trouve ça trop exigeant intellectuellement. C'est-à-dire, c'est compliqué d'être de gauche, parce qu'il y a toujours une nouvelle innovation, puis là, il faut trouver, même si on est en désaccord, il faut trouver le moyen de se mettre en accord avec elle, parce qu'on veut pas risquer, parce que si on suit pas le mouvement vers la gauche, on risque tôt ou tard de passer à droite sans l'avoir voulu. C'est-à-dire, si on ne marche pas au rythme de la gauche et de ses avant-gardes, on finit par être à droite sans l'avoir voulu. Aïe, 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 aïe. C'est la figure d'Onfray en France, c'est-à-dire un authentique homme de gauche populaire, au fond, qui se fait traiter de réactionnaire par... Ben absolument, vous avez tout à fait raison. Le sort d'Onfray et de tant d'autres. Même Aron, qu'on évoquait tantôt, avant la guerre, Aron est un socialiste libéral. C'est vrai. On a tendance à l'oublier. Donc, les gens qui commencent à droite, comme ça, sont assez rares, finalement. Mais, pour reprendre, comme je dis gauche-droite, je ne tiens pas à ça plus qu'il faut, mais mettons... Mais dans le cas d'Onfray, aujourd'hui, on le voit. C'était un homme, globalement, marqué à gauche historiquement, où les gens, une partie de la gauche républicaine qui est accusée d'être d'extrême droite aujourd'hui, alors qu'il tient tout simplement à la laïcité, et il tient ardemment, il tient sincèrement. Donc, non, c'est pour ça que là-dessus, moi, j'avais une formule dans mon livre précédent, je disais qui est de droite et de gauche. C'est-à-dire, dès lors qu'on s'inscrit dans ce clivage, dès lors qu'on accepte ce clivage, on est condamné à donner des gages de respectabilité à la gauche, parce que c'est la gauche qui décide. Qui donne le ton. Oui, puis c'est elle qui dit qu'est-ce qu'être à droite, très à droite, trop à droite, d'extrême droite. Donc, c'est la gauche qui fixe le périmètre de la respectabilité. Donc, dès lors, moi, je pense que les esprits qui ne se reconnaissent pas dans de tels clivages doivent s'en extraire et tout simplement apprendre pas en faire abstraction complètement, parce qu'on sait dans quel univers de reconnaissance on fonctionne, mais ne pas fonctionner dans de telles catégories qui sont intellectuellement paralysantes. J'aimerais vous demander quelle est la place du Québec dans ce travail de débroussaillage que vous faites, c'est-à-dire qui est très présent dans le livre, c'est-à-dire que vous puisez dans l'actualité québécoise pour développer votre thèse, mais quelle est la place du Québec dans cette espèce d'idéologie racialiste pris en tenaille, au fond, entre les États-Unis et la France? Alors, Brice Couturier, de France Culture, a fait une recension de mon livre, très, très généreuse, et il dit à un moment donné, il dit, côté, c'est un cas particulier, parce que nous, en Europe, la critique du racialisme, on l'a fait souvent à partir de la vieille gauche universaliste. Il dit à la rigueur, il y a différents points de vue. Mais côté fait à partir d'une critique qui est très particulière, c'est que c'est un nationaliste québécois. Un nationaliste québécois qui est hanté par la disparition de son propre pays. Et donc, de mon point de vue, je pense là-dedans, c'est celui de la petite nation. C'est-à-dire ça, mon point d'ancrage, ma petite nation, j'ajouterais. C'est-à-dire, quel est le problème de la petite nation dans la modernité? Pour reprendre Kundera, c'est la nation qui est consciente de la possibilité de sa disparition. Je pense que le Québec, s'il avait un minimum de lucidité, saurait qu'il peut disparaître. Et donc, je pense qu'on est... Donc, mon ancrage existentiel, c'est celui-là. Donc, ce qui fait que la petite nation a toujours une conscience plus intime des liens entre culture et politique, culture et citoyenneté. On le fait que, par définition, on n'est jamais spontanément universel. On peut avoir une aspiration à l'universalité, mais on est toujours dans un monde de sens particulier qui vaut la peine d'être poursuivi. Nous sommes des héritiers. On se prend pas... Un Québécois a jamais l'idée qu'il est aussi puissant que l'Empire du Sud, juste au Sud. Il n'y a pas cette idée-là. Il n'y a pas l'impression que... Ou inversement, comme ça se passe à Paris, il n'y a pas l'impression que la discussion qui se passe à Paris se passe au même moment partout dans le monde. Il y a une formule du chanoine Groux qui m'a toujours amusé. C'est rien n'émeut autant le Canadien français que de lui faire la preuve de sa propre existence. Ça, je trouve que c'est très réussi. Alors...
Il y a ça sur le plan existentiel. Sur le plan intellectuel, je pense qu'on a un lieu d'affrontement idéologique, c'est-à-dire que à partir de notre situation de petite nation, qui est par ailleurs liée par l'histoire à la France, donc on est en conversation, qu'on soit conscient ou non avec la France, qui est dans notre univers mental. Au marge de l'Empire, donc on est un lieu d'affrontement, finalement, entre ces idéologies. Le discours que l'on tient, n'est pas possible au Canada anglais. Et au Canada anglais, il n'y a pas de place dans l'espace public pour ça. Mais il y a quelqu'un qui rappelle des banalités comme quoi obliger un professeur à dire « yell » ou je connais pas la formule, ou en tout cas un pronom qui serait ni masculin ni féminin, c'est-à-dire Jordan Peterson, est pris comme une espèce d'idéologue d'extrême droite alors qu'il ne fait que rappeler des banalités. Oui, bien sûr. Exemple, au Canada anglais, l'extrême droite commence avec 2 + 2 = 4. Ouais. Parce que les chiffres sont éminemment coloniaux. Mais bien sûr, probablement. Ça, c'est terrible. Décolonisons les chiffres. Alors, non, on est devant... Le Canada anglais est assez étrange. Le Québec, et c'est le laboratoire de l'utopie diversitaire. Et le vieux Canada britannique, moi, on fait un pacte de suicide avec le multiculturalisme pour en finir avec le Québec, mais ils sont tirés. Mais il est profondément malheureux, ce vieux Canada britannique. Oui, mais je pense qu'il est condamné à la disparition, c'est-à-dire il ne survit qu'à travers l'anglo-conformité. Ce qui n'est pas rien, mais ce qui peut être peu, finalement. Moi je m'identifie assez difficilement à Johnny MacDonald et ainsi de suite, mais si j'étais Canadien anglais, je tiendrais quand même à mon histoire, les longues racines britanniques et ainsi de suite. George Grant avait écrit un livre que je suis pas un admirateur infini de George Grant à la différence de plusieurs, mais son livre Lament for a Nation vaut la peine d'être lu. C'est la fin d'un certain Canada. Je pense que dans le cas qui est le nôtre, le Québec a une possibilité de résistance. Il y a une plus grande cohérence culturelle. Il y a un autre rapport à la liberté d'expression. Il y a le sentiment de sa différence vitale, pour le dire comme René Lévesque, sa différence identitaire fondamentale. Tout ça mis ensemble, je pense qu'on a une capacité de résistance par rapport à ça. Ensuite, je pense qu'on est de plus en plus dans une situation de dépossession intellectuelle. Tout notre univers universitaire, tout notre univers médiatique public est aujourd'hui relié à cette idéologie, est porté par cette révolution et porte cette révolution. Bon. Mais il n'en demeure pas moins que c'est quand même ici qu'on peut s'opposer à la théorie du racisme systémique. C'est ici qu'on tient tête autour de ça. C'est ici que le nationalisme demeure un langage qui mobilise une bonne partie de l'électorat. Donc, c'est ça. Donc, pour reprendre votre question, je pense que mon ancrage existentiel est une fois pour toutes québécois. On m'avait posé la question une fois, je me rappelle, c'était de mémoire, c'était à Salle Gaveau, pendant une conférence après mon livre de 2019. Et celui qui animait la conférence me dit « Mathieu Bock-Côté, vous aimez la France, elle vous passionne. Est-ce que vous n'auriez pas l'idée de vous y installer finalement? » On me la pose souvent cette question-là là-bas. Puis je leur réponds toujours « On ne choisit pas le lieu de sa naissance. » Puis moi, ma manière d'être fidèle à l'histoire qui est la nôtre, français et québécois, mais qui est la mienne, québécois, c'est de faire vivre cette poursuite du beau rêve de l'Amérique française qui s'incarne aujourd'hui dans le Québec, dans le pays québécois, dans l'État québécois, dans le désir de l'indépendance du Québec. C'est de le faire dans mon coin du monde. C'est ici que le hasard de la naissance m'a conduit, mais c'est ici que la gratitude me pousse à vouloir m'engager. Je disais à la blague, le jour où on sera un pays indépendant, je regarderai pour m'installer de l'autre côté de l'Atlantique, parce que c'est agréable, mais pour l'instant, ma vie est ici, mon pays est ici, c'est ici que les nœuds intimes de l'existence me lient à l'espace public. Puis ces nœuds de l'existence font en sorte que vous apportez un point de vue original sur la France, comme le disait Brice Couturier. C'est parce que vous êtes un nationaliste québécois que vous jetez une lumière sur la situation française. Est-ce qu'au fond, la petite nation, pour prendre mes propres obsessions de recherche, est-ce que la petite nation n'est pas l'avenir de la grande nation? Alain Finkielkraut, 1999, l'ingratitude, nous sommes tous des Québécois. Nous sommes tous des Québécois. Autrement dit, même les grandes nations se découvrent aujourd'hui petites nations. Même les grandes nations prennent conscience de leur fragilité existentielle. Donc oui, je suis absolument d'accord avec vous. Je pense que la petite nation est une situation existentielle, mais est en train de devenir, j'allais dire presque un paradigme théorique. C'est-à-dire la petite nation permet de comprendre la condition de la communauté politique dans la modernité. Elle permet de comprendre le lien entre culture et citoyenneté. Elle permet de comprendre le fait que toute aspiration universelle est toujours située dans un ancrage existentiel particulier. Elle nous rappelle aussi que l'ordre politique n'est pas immortel. Exact, on peut disparaître. C'est-à-dire que l'essence des petites nations, c'est de croire qu'elles peuvent disparaître. Maintenant, c'est un discours que l'on entend en France. Ah oui.
Vous avez absolument raison. Je pense qu'il faut le dire. Moi, je pense qu'au Québec, il faut le redécouvrir. Je pense que les leaders souverainistes devraient le dire. Le peuple québécois peut disparaître, peut-être même en train de disparaître. Mm-hmm. Et on entend ce discours-là en France, on l'entend ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, la question identitaire correspond à cette prise de conscience de la fragilité existentielle des sociétés occidentales. Donc je pense que c'est absolument essentiel, et c'est existentiellement nécessaire, et c'est intellectuellement et théoriquement fécond comme paradigme, comme prisme pour réfléchir au fondement de la communauté politique aujourd'hui. Ça nous ramène à la question démographique sur laquelle vous concluez votre livre. C'est-à-dire que l'importance de garder une majorité stable dans une nation pour rendre possible l'intégration. Oui. Mais bien sûr, c'est qu'on n'intègre pas à partir de rien. Et c'est dans la mesure où il y a une majorité historique stable, ferme, qui est capable de poser sa culture de convergence, pour le dire avec Fernand Dumont, qu'il est possible pour ceux qui arrivent, ils savent à quoi s'intégrer, ils savent à quel univers s'intégrer, puis ensuite, ces gens-là rejoignent la majorité historique. C'est ça qu'on oublie, c'est que le propre de l'intégration substantielle, de ce que les Français appellent l'assimilation, le mot n'a pas le même sens du côté de l'Atlantique, de ce qu'on appellera ici l'intégration substantielle, c'est que vous pouvez venir de Kabylie, mais si vous rejoignez les mœurs, la culture, la langue, l'histoire, mais vous rejoignez cette majorité historique, vous l'alimentez. Une nation n'est pas une race, un peuple n'est pas une race. Vous rejoignez ça. Mais il faut que les peuples historiques demeurent la claire référence en leur pays. S'ils sont considérés simplement comme des majorités blanches à déconstruire, à la manière des Koulaks d'hier et des Vendéens d'avant-hier, à la manière de catégories sociales résiduelles du bois mort de l'humanité qu'on doit tasser pour qu'advienne la modernité diversitaire, ben là, ça, les règles du jeu changent fondamentalement. Donc, c'est pour ça que la question démographique est fondamentale. Je cite, parce qu'il faut dire, mon père a toujours cité, mon père qui était disciple de l'école de Montréal, qui a eu comme prof Séguin, Frégo et Brunet. Mm-hmm. Mais c'était, j'avais 9 ans, je devine. Voilà, Laurent Brunet. 3 facteurs pèsent. Mathieu, j'ai déjà dit ça. 3 facteurs pèsent dans l'histoire. Oui, papa. Le nombre et le nombre. Vraiment. Donc, je constate que je suis désormais mon père qui répète sur les plateaux français, et ainsi de suite. Le nombre et le nombre. C'est quand même génial que Séguin, Brunet trouvent écho comme ça. Mais ça, c'est le génie, c'est le travail de la pensée. Ça, c'est formidable, quelquefois. Moi, ça m'a toujours fasciné de voir comment circulent les idées. Le nombre et le nombre, je pense que c'est ça. Or, si on reçoit dans des proportions raisonnables, ce qui n'est pas le cas en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on est capable d'intégrer. Étant capable d'intégrer, eh bien, comme toute nation, une nation n'a pas des frontières culturelles étanches. C'est perméable. Et tout le monde se transforme là-dedans. Mais bien sûr. C'est l'idée de la convergence, justement. Mais tout le monde se transforme, mais le nouvel arrivant se transforme davantage que la nation d'accueil, qui, elle, est sous le signe de la durée, de la pérennité, de la continuité historique. Bon. Mais ça, si on ne respecte pas les capacités d'intégration, donc le facteur démographique est un facteur central, mais trop souvent censuré. Hystérisé. Ah oui, mais le mentionner nous conduit inévitablement, c'est comme si encore une fois, on bascule à l'extrême droite. Non, c'est simplement, ça devrait être un élément de politique élémentaire que de voir les conditions d'assurer les équilibres démographiques et culturels fondamentaux dans un pays. Or, si les francophones, la majorité historique francophone, ce qu'on appelle comme tel, en vient représenter dans 20 ans 10% de moins, puis à la fin du siècle, à peine 50% de la population québécoise, ou peut-être même avant, ben c'est que les possibilités même de l'expérience historique québécoise viennent de s'anéantir. Ce sont des données démographiques élémentaires, mais qui les mentionnent aujourd'hui risquent l'exécution médiatique. Pourtant, c'est une simple évidence démographique. On n'a plus le droit de voir il faut voir ce que l'on voit, comme disait Peggy. Oui, ben ça, c'est la phrase souvent citée de Peggy par Fink. Ouais. Je pense qu'on a ça devant soi, mais je pense que non, aujourd'hui, il faut même dire le contraire de ce qu'on voit pour survivre médiatiquement. Ah oui, bien sûr, c'est qu'il faut chanter le... Oui, il faut chanter le régime. Et là, on voit devant soi, là, on a la réalité, mais il faut dire le contraire, puis on le sait. Puis ça, moi, je pense qu'un régime qui institutionnalise le mensonge, de ce point de vue, est un régime qui abîme les conditions même, non seulement de la possibilité démocratique, mais de la psyché politique, puis en dernière instance, de la psyché humaine. Le débat sur la crise du logement est quand même formidable à ce sujet, c'est-à-dire qu'on a tous appelons-le les journalistes de gauche, les chroniqueurs de gauche, qui martèlent le fait qu'il y a une crise du logement et jamais ils ne s'attaquent au fait que 50 000 immigrants par année entrent et s'établissent très majoritairement sur l'île de Montréal. Mais ça, c'est fascinant. Là, on va nous dire qu'en fait, la crise du logement touche partout. Ah bon, d'accord. Il y a quand même des petites nuances à faire, les amis. Mais le fait est que c'est la variable qui ne peut pas être mentionnée dans cette réflexion sur la crise du logement. Là, je regarde ça, je dis, c'est étrange. Pourtant, qu'est-ce qu'il y aurait...
Intellectuellement, qu'est-ce qu'il y aurait de scandaleux à le mentionner? Qu'est-ce qu'il y aurait de scandaleux à le mentionner? Ce serait simplement de noter qu'à un moment donné, on reçoit, puis là, ça déborde les capacités d'intégration. Même ça, l'intégration n'est pas seulement culturelle, c'est aussi le logement, des choses aussi élémentaires que ça. Donc, il y a des conséquences. C'est la donnée qui ne peut pas être mentionnée. Plus encore, il faut demeurer dans la logique du toujours plus. Et OK, on comprend le principe qu'en dernière instance, c'est l'idée de nation qu'il faut abolir, c'est l'idée de frontière qu'il faut abolir. Et c'est toujours, s'il y a un dérèglement, c'est toujours la faute de la société d'accueil qui n'est pas assez généreuse, qui n'a pas assez investi dans son parc immobilier, qui n'a pas fait assez de HLM, le logement social, logements sociaux. Oui. C'est toujours la société d'accueil qui doit être accusée d'injustice structurelle, et jamais on doit réfléchir sur le fait qu'à partir d'un certain seuil, c'est tellement plus possible que ça intègre de manière efficace. Alors, Mathieu Bock-Côté, j'aimerais vous poser la question que probablement vos lecteurs québécois se posent et que moi, je me pose comme animateur de À la recherche du Québec. Est-ce qu'il y a un prochain livre sur le Québec qui s'en vient? Ouais. Je vous donne pas le titre, mais parce que je me bande encore pour moi-même sur quel titre je choisirai. Mais je vous donne le sous-titre, ou à tout le moins un des sous-titres, c'est une histoire récente de l'identité québécoise. C'est-à-dire que vous allez revenir sur les accommodements raisonnables? Alors moi, j'avais écrit la dénationalisation tranquille, et ensuite, fin de cycle, pour capter ce que j'appelais la culture politique post-référendaire. Là, on a quand même eu, depuis les accommodements raisonnables jusqu'à aujourd'hui, un immense débat, appelons ça comme ça, pour redéfinir les paramètres de l'identité québécoise. On l'a eu chez les intellectuels, mais il s'est transposé dans la vie politique. Il en est venu à façonner comme des débats sur la loi 21, le débat sur le français. Donc, je veux retracer l'évolution de cette représentation de la nation où on a cherché d'une certaine manière à fabriquer un nouveau peuple. On a cherché à fabriquer un nouveau peuple, toujours en cherchant à décentrer, à expulser symboliquement la majorité historique francophone comme cœur historique de la nation, donc comme cœur existentiel de la nation. Donc, je veux retracer cette histoire pour autrement dire, voir où nous en sommes dans cette espèce de réflexion sur la référence Québec, pour le dire avec les mots de Dumont. Donc, ce sera le prochain livre sur le Québec que je dois terminer cet été d'une manière ou de l'autre. Enfin, pour l'instant, on vous lira en se procurant votre dernier livre, La Révolution racialiste, paru aux Presses de la Cité. Il est disponible depuis quelques semaines déjà dans toute bonne librairie. Alors, Mathieu Bock-Côté, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Ce fut un immense plaisir de vous recevoir. Un immense plaisir surtout pour moi. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je vous invite évidemment à suivre et à partager notre page Facebook. Vous y trouverez nos épisodes précédents ainsi qu'un lien vers notre compte PayPal où il vous est possible de faire un don à ce projet qui est une initiative personnelle, donc bénévole. Encore une fois, merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de À la recherche du Québec.